Raconte-moi autrement les OJM, une série d'émissions sur les ondes de Radio Zinzine. Aujourd'hui avec Annick Bossu, membre du conseil d'administration de InfoJM, et le sujet c'est les vaccins à ARN messager et un peu le lien avec les OJM. Salut Annick. Bonjour Nick. Alors bonjour Annick Bossu, tu es toujours membre, j'imagine, du conseil d'administration d'InfoJM. Tu es présidente, est-ce que tu es toujours? Non, en fait, je suis même plus membre du CA, parce que voilà, c'était très très contraignant. Mais je suis toujours au comité de rédaction, c'est-à-dire que j'écris toujours des articles et je suis en lien encore étroit avec InfoJM. Très bien. Alors, c'est un peu notre habitude, hein. On attaque encore une fois un sujet complexe que toi, en fait, tu as proposé. C'est les vaccins à ARN messager et a priori, c'est pas si évident pour nous de comprendre pourquoi on en parle dans une émission sur les OJM, sauf que c'est vrai qu'à différents moments de nos émissions, avec différentes personnes liées à InfoJM, on a quand même mentionné ces histoires de vaccins et ARN, etc., mais sans vraiment entrer dans les détails. Donc c'est un peu le but de cette émission, si je comprends bien, d'en parler. Oui, je vais en parler parce que c'est vraiment un sujet InfoJM, on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais quand même, la première fois que nous avons fait ce lien, c'est grâce à Michel Rivasi que nous regrettons. C'est elle qui a alerté que les vaccins à ARN messager, et d'ailleurs à ADN aussi contre la Covid, allaient arriver sur le marché et qu'ils avaient un caractère OGM en fait. Et comme elle était à l'époque députée européenne, elle nous a fait part d'un règlement européen qui a été adopté le 15 juillet 2020. Et ce règlement, en fait, allégeait les mesures de protection et d'évaluation des risques des OGM. Et donc, c'était des OGM. Et en plus, ce règlement, cette mise en place du règlement, ça a été assez terrible. C'est fait sans aucun débat parlementaire au Parlement européen. C'est vraiment un truc inconcevable quand même. Et la Commission européenne a avancé le fait qu'il y avait un caractère d'urgence, quoi. Qu'il fallait, face à la pandémie de la Covid-19, il fallait mettre en place cette vaccination. D'accord. Alors, comment toi tu expliques que c'est des OGM en quelque sorte, ou ça utilise les mêmes procédures? Oui, ça utilise les mêmes procédures. C'est pas des OGM parce que dans OGM, il y a O de organisme. Or, un vaccin n'est pas un organisme. Par contre, on peut clairement dire que ces vaccins sont des vaccins génétiquement modifiés, comme je vous l'expliquerai. Je dois dire que pour essayer de préparer un minimum pour cette conversation avec toi, j'ai regardé, c'est un peu banal, hein, sur Wikipédia, et j'ai vu comment ARN, c'est donc acide ribonucléique messager, mais franchement, j'ai lu 2 pages et j'ai pas compris un seul mot. Donc, je vais essayer de t'expliquer, de vous expliquer ce que ça veut dire. D'ailleurs, le mot ARN ressemble au mot ADN. Et je vous expliquerai au bon moment, je pense, ce que c'est qu'elle différencia avec l'ARN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous dire aussi une chose très importante, et c'est peut-être même pour ça que j'ai pensé faire, quand on cherchait des thèmes pour les émissions de Zinzine, c'est même pour ça que j'ai proposé les vaccins, c'est que en 2025, là, il arrive une nouvelle vague de vaccins ARN messagers. Alors, pour la Covid, mais aussi pour les canards qui vont être vaccinés avec des vaccins à ARN messager de cette nouvelle version, quoi. Donc ça revient sur le devant de la scène. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'en parler à Zinzine. D'accord.
Ok, mais allons-y. Donc, est-ce que tu veux déjà essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, ces fameux ARN? Non, ce sera encore après. Je voulais vous parler des vaccins, parce que on a appelé ça un vaccin. Et du coup, il faut que je justifie quand même, que j'explique la place de ces vaccins à ADN ou à ARN. Alors, dans l'avenir, je vais parler essentiellement des vaccins à ARN, tout simplement parce qu'il faudrait une deuxième émission pour parler des vaccins ADN. Bon, donc, et puis c'est aussi le fait que ces vaccins les plus répandus, ceux qui ont été le plus utilisés, c'est les vaccins ARN. On en est quand même à 7,3 milliards de doses injectées dans le monde. Ça vaut quand même le coup d'en parler, de ces vaccins ARN. Voilà. Alors, avant, il y avait d'autres vaccins. Et il y a toujours, ils sont bien sûr toujours, ils existent toujours. Alors les vaccins les plus anciens sont des vaccins à virus entiers, toujours vivants mais inactivés, c'est-à-dire qu'on enlève leur pouvoir pathogène. On les a plus ou moins abandonnés, en tout cas pour la Covid on n'en a pas fait parce qu'il y a un risque qu'ils redeviennent virulents. Ensuite il y a les vaccins, alors il y en a eu quelques essais de vaccins pour le Covid, de forme inactivée. Alors c'est des vaccins qui sont morts en fait, soit tués par la chaleur, des radiations, des produits chimiques. Et puis, depuis les années 90, il y a une nouvelle variété de vaccins. C'est des vaccins qui sont, depuis les années 90, obtenus par les biotech, déjà par les biotech. Alors, plutôt que d'injecter un virus atténué ou un virus inactivé, on se sert pour vacciner de molécules qui appartiennent aux pathogènes, ces molécules qu'on appelle des protéines. Voilà. Elles sont produites dans des grosses cuves en milieu confiné, ça s'appelle des bioréacteurs et c'est produit par des bactéries qui sont génétiquement modifiées. Voilà. Et c'est bien sûr, après, il faut séparer les bactéries de la molécule, il faut épurer et tout ça. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ces protéines, on les appelle des protéines antigéniques. C'est elles qui vont servir d'antigène pour la réaction immunitaire que l'on va chercher dans la vaccination. Alors il y en a eu qui ont été faits pour le vaccin Covid, il y en a qui ont été faits pour le vaccin Covid de ces vaccins à protéines. Mais ces trois sortes de vaccins, en fait, pour être élaborés, ils demandent quand même une dizaine d'années, hein. C'est-à-dire qu'il faut ajouter des stabilisants, des adjuvants, en particulier les sels d'aluminium et même du squalène qui pose des problèmes pour amplifier la réaction immunitaire. Donc il n'y a pas que la partie vaccinante, il y a aussi, elle-même il y a aussi tous les adjuvants pour augmenter en quelque sorte l'efficacité de la vaccination. Et puis, normalement, il y a des essais cliniques, hein, c'est pour ça qu'il faut 10 ans pour les faire. Et ces essais cliniques, il faut éviter la propagation du pathogène, bien sûr, et surtout prévenir la maladie, parce qu'une vaccination, ça sert à ça. À quoi ça sert une vaccination? À stimuler les défenses immunitaires d'humain, d'un animal, vis-à-vis d'un agent infectieux, et en l'exposant à des doses qui ne sont pas pathogènes, bien sûr, à des doses inoffensives. Le vaccin est une méthode de prévention. Voilà. Vérifier que ce ne soit pas toxique, ce vaccin. C'est-à-dire il faut faire beaucoup d'essais, voir s'il n'y a pas des réactions indésirables et estimer la durée de protection du vaccin. C'est pour ça que pour faire ces trois sortes de vaccins que je viens très brièvement de vous présenter là, il faut une dizaine d'années. Or, pour la Covid, la CE a demandé, la Commission européenne, elle a demandé qu'il ne faille plus qu'un an pour le faire parce qu'il y avait urgence. Donc c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Big Pharma, l'industrie pharmaceutique qui avait déjà un petit peu travaillé sur ces vaccins, s'est vu octroyer des sommes importantes pour faire ses recherches sur ces vaccins nouveaux. Alors, en quoi c'est nouveau? Au lieu de faire fabriquer des protéines dans des bioréacteurs par des bactéries, on va les faire fabriquer à l'intérieur du corps, par nos cellules, à l'intérieur du corps. Et pour faire ça, on injecte donc de l'ARN messager
dans le corps humain, en fait dans les cellules musculaires, et on espère, et ça va se faire, que dans chaque cellule qui va recevoir cet ARN messager, va se faire la protéine antigénique que l'on a choisie. En l'occurrence, on a choisi une protéine de l'enveloppe du virus. Je vous en parlerai après. D'accord. Voilà. Juste une des rares choses que j'ai compris un peu dans cet article de Wikipédia, que les auditrices et auditeurs peuvent consulter s'ils veulent, mais c'est quand même indiqué que le concept d'ARN messager a été lancé, enfin a été inventé ou trouvé en 1961 à l'Institut Pasteur par je crois que c'est des Français, hein, Jacques Monod, François Jacob, oui. Et ils ont eu le prix Nobel quand même en 65. Ils n'avaient pas fait de vaccin, hein, là. Je veux dire, c'est pas le concept, c'est la molécule qui a été découverte. Et oui, c'est ça, je vais vous en parler de ça aussi. Très bien, mais écoute, je te laisse poursuivre ton argumentaire. D'accord. Alors, en fait, l'idée de faire des vaccins à ARN messager, elle est née en 1989, mais aucun vaccin appartenant à cette catégorie n'avait jamais été approuvé chez l'homme dans l'espèce humaine avant la Covid. Il faut bien comprendre, c'est la Covid qui a permis, enfin c'est la lutte contre le virus de la Covid qui a permis de mettre au point ces vaccins ARN messager. Mais justement, je vais vous parler de l'ARN messager. Comme ça, vous comprendrez mieux la suite, comment on peut faire des vaccins avec ça. Alors, il faut faire juste un tout petit encart de notions en biologie, mais c'est minime. Hein. Alors, je vous rappelle, enfin, je pense que tout le monde le sait que le vivant est formé de cellules. Les êtres vivants sont formés de cellules. Et en fait, il y a des organismes qui sont faits d'une seule cellule, comme par exemple les bactéries, mais il y a la majorité, enfin pas la majorité, parce qu'il y a beaucoup de bactéries sur Terre et elles sont très différentes, mais tous les autres organismes, ils sont pluricellulaires, quoi. Ils ont beaucoup de cellules. Alors, les virus ne sont pas des cellules, parce qu'ils n'ont pas en fait tout ce qui compose une cellule. En particulier, ce que je vais dire maintenant. Et ils sont obligés d'infecter les cellules, ici on va parler des cellules humaines, de les parasiter en quelque sorte, d'utiliser tous les phénomènes cellulaires. Hein. Je dis pas le mot mécanisme exprès parce que j'aime pas qu'on compare la nature avec une machine, vous voyez, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis pas ce mot-là, mais enfin ça revient à ça. Les virus rentrent dans les cellules, détournent certaines fonctions des cellules pour eux-mêmes, et ça va être le cas avec le vaccin. Alors, dans une cellule, si on reprend notre cellule normale, donc ça ne concerne pas les virus, si on reprend une cellule, il y a 3 compartiments en gros, ça c'est juste pour comprendre la suite. Hein. Il y a 3 compartiments en gros dans une cellule, il y a le noyau qui est au milieu, il y a la membrane qui l'entoure, et entre, il y a une partie qu'on appelle le cytoplasme. Alors, l'ADN, la molécule d'ADN, elle est dans le noyau, ça veut dire acide désoxyribonucléique. Donc ça veut dire qu'elle est dans le noyau. C'est une longue molécule, elle ne sort pas du noyau. Et c'est elle qui contient nos gènes. Et elle est faite d'une suite de séquences, nos gènes sont une suite de séquences de lettres qu'on appelle en réalité ce sont des nucléotides. Et on en a 4, et vous avez peut-être vu déjà ces séquences sur un écran d'ordinateur A, T, C, G. C'est le nom de ces nucléotides et ils sont dans un ordre quelconque, on dit aléatoire hein, dans une cellule, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une séquence de ces lettres et d'un gène à l'autre, l'ordre des nucléotides n'est pas le même. C'est pour ça qu'on a des gènes différents dans notre ADN. Et c'est là, maintenant seulement, que je vous parle de l'ARN parce que, comme je disais, l'ADN elle est confinée dans le noyau, mais nos gènes peuvent être copiés dans le noyau, on dit qu'ils sont transcrits, en une molécule qui se forme au contact de l'ARN. Et c'est ça qui a été découvert dans les années 60. Cette
nouvelle molécule proche de l'ADN qu'on appelle l'ARN messager. Elle se forme au contact de l'ADN parce qu'il y a de la matière pour la fabriquer dans le noyau. Et après, cette molécule d'ARN messager, elle va sortir dans le cytoplasme de la cellule et elle va permettre la synthèse de ce qu'on appelle les protéines. Les protéines, c'est des suites d'acides aminés. Il y en a 20 qui entrent dans la constitution des protéines. Maintenant, il y en a 21. Je crois qu'on a découvert un nouveau, mais qui est très proche. Voilà. Donc, très grossièrement, un gène, ça permet la synthèse d'ARN messager, qui permet la synthèse d'une protéine. Et en résumé, les biologistes ils disent un gène code pour une protéine. C'est ce qu'on appelait le dogme des années 70. Moi, qui étais en fac à cette époque, c'est comme ça que j'ai découvert ce dogme. Et en fait, ce dogme, il joue, bien sûr, il existe, il nous sert de base pour comprendre, mais tout est beaucoup plus compliqué, complexe, avec des interactions entre de très nombreux compartiments au sein du vivant. Voilà. Et là, il y a quand même des scientifiques ou des personnes qui arrivent à comprendre finalement tout ça. Oui. Oh, mais depuis fort longtemps, chaque fois que je lis un nouvel article scientifique, alors plus ça avance, moins on comprend. Parce que ça devient, comme les machines, les outils permettent d'investiguer plus loin dans le vivant, plus profond dans le vivant, on découvre des choses tous les jours. Et donc, forcément, ça se complexifie dans nos têtes, mais parce que c'est réellement excessivement complexe. Le vivant, on se rappelle qu'il a quand même 3,8 milliards d'années. Il a pu installer beaucoup de complexité et il y a même du vivant qu'on ne connaîtra jamais parce qu'il est enfoui soit dans les sédiments, soit où il n'a même pas laissé de traces. Il y a beaucoup d'êtres vivants qui n'ont pas laissé de traces. Donc voilà, le vivant est complexe, mais globalement, pour comprendre la suite sur les vaccins, c'est bien si on a ces petites notions toutes simples sur qu'est-ce que c'est que l'ARN messager en fait. C'est un intermédiaire entre l'ADN et les protéines qui vont être synthétisées, dont nous avons déjà parlé. Voilà. D'accord. Annick, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Ouais. Et on poursuit pour donner nos neurones un tout petit peu, pour reposer nos neurones. Nous sommes en train de parler avec et écouter notre amie Annick Bossu, qui fait partie depuis longtemps de l'équipe d'InfoGM. Elle est effectivement plus dans le conseil d'administration, mais dans le comité de rédaction. Et on essaye, grâce à Annick, de comprendre un peu le phénomène des vaccins à ARN messager et le lien avec notre sujet de base dans ces émissions, c'est les OGM. Et donc, je tiens à dire, Annick, tu peux un peu présenter mieux, peut-être confirmer, que sur le site d'InfoGM, il y a pas mal d'articles qu'on peut trouver sur ce sujet qui est drôlement complexe. Et donc, si les auditrices, auditeurs voudraient un peu mieux comprendre, voilà, c'est infogm.org. Oui, et il y a même un onglet qui s'appelle Santé. Si vous allez directement sur cet onglet Santé, vous allez trouver les articles sur les vaccins. Alors, c'est bien de le reprendre du plus ancien au plus récent pour voir un peu les évolutions depuis qu'on a commencé à vacciner avec le vaccin ARN messager. Mmh. Voilà. D'accord. Mais je crois que toi, tu voulais passer à un peu définir ou identifier qu'est-ce que c'est ces fameux ARN messagers, non? Oui, voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai essayé de montrer en tout cas que l'ARN messager, c'est une molécule qui fait l'intermédiaire entre l'ADN, qui donne des informations,
et les protéines qui sont fabriquées dans les cellules et qui sont très importantes, ces protéines. Alors pour vacciner, on a choisi une protéine antigénique, celle qui va faire qu'il y aura une réaction immunitaire contre le pathogène pour essayer de s'en débarrasser. Alors, ça m'oblige à vous présenter un petit peu le virus de la Covid, parce que on va se servir d'une molécule du virus pour que cette réaction ait lieu. C'est ce pathogène qu'on essaye de rendre inoffensif qu'on va mettre dans les injections. C'est l'idée de la vaccination. Faire fabriquer une protéine antigénique dans certaines cellules de la personne que l'on vaccine. Alors il y avait déjà eu des essais d'ARN messager, de vaccins à ARN messager, mais c'était pas sorti des labos pour l'homme parce que ça marchait pas trop, quoi. Ça vaccinait pas trop, ça faisait pas faire beaucoup d'anticorps et donc la réaction immunitaire se déclenchait mal, c'était pas performant en gros. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée des financements importants, on a pu mettre sur pied ce vaccin ARN messager. Donc je vous parle un tout petit peu du virus avant. Je peux faire une petite parenthèse, il y a pas mal d'articles aussi sur le site InfoGM concernant le virus en lui-même et d'où il vient. En particulier ce mois, il y a des articles qui parlent de l'origine du virus et je pense que c'est pas un scoop. L'hypothèse la plus probable, et on s'achemine vraiment vers ça, c'est que ce virus provient de manipulations de laboratoire. Alors, sans doute à partir du virus de chauve-souris, mais qu'il provient de manipulations de laboratoire. Vous trouvez ça sur le site dans les actualités pour ce mois de septembre. Oui, mais juste pour comprendre, est-ce que ça veut dire que sans ces manipulations laboratoires, ça aurait été peu probable que finalement ça passe ça. Parce qu'à l'époque, il faut quand même dire qu'il y avait toutes ces histoires de zoonose et que on a averti sur le fait que quand on crée un lien trop proche avec des milieux naturels, par exemple en faisant des déforestations, enfin plein de choses comme ça. Oui. Mais l'hypothèse de la zoonose a été beaucoup travaillée. C'est pas exclu qu'il y ait des zoonoses qui sortent, mais il faudrait qu'ils sortent de leur milieu d'origine et qui deviennent plus virulents, les pathogènes. La maladie de Lyme, par exemple, proviendrait de ce serait une zoonose liée à ça. Mais par exemple, ici, on n'a pas trouvé l'hôte intermédiaire. Or, les études phylogénétiques sur ce virus obligent à un hôte intermédiaire. Enfin, c'est très scientifique, mais par exemple, il y a eu d'autres virus proches du virus dont je vais vous parler, là, le SARS-CoV-2, mais on a trouvé l'hôte intermédiaire. Mais là, c'est pas le cas. On n'a pas trouvé d'hôte intermédiaire et au bout de 5 ans maintenant d'apparition de ce virus, on aurait dû trouver l'hôte intermédiaire. Donc ça penche vraiment vers une origine partiellement, je dis pas totalement, et accidentelle sans doute, c'est pas volontaire, une sortie de laboratoire, quoi. J'en reste là parce que sinon je vais pas pouvoir traiter oui, du vaccin. Oui. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire virus SARS-CoV-2 ? Alors, ça veut dire qu'il provoque un syndrome respiratoire aigu sévère. Et c'est un virus dont le matériel génétique est de l'ARN. Sur son enveloppe, il y a des protéines en pointe qu'on appelle des spicules. Nous, on dira spike en anglais. C'est le nom de la molécule, en fait, qui fait cette spicule. Voilà, donc ça fait une couronne. C'est pour ça qu'on dit que c'est un coronavirus. Donc le COV, ça veut dire coronavirus. 2, parce qu'il y en a eu un qui est déjà apparu avant, en 2002. Pourquoi je parle du virus ? Pour faire un vaccin, il faut une partie du virus, comme j'ai dit. Et là, dans ce cas-là, ça va être l'ARN messager. Donc là, j'essaye de vous faire un tout petit historique parce qu'il est important. En janvier 2020, il y a une séquence numérisée de l'ARN du virus, du SARS-CoV-2, qui a été diffusée sur Internet par le laboratoire P4 de Wuhan.
C'est-à-dire que sur l'écran d'ordinateur, et c'est les chercheurs qui étaient destinataires de cette séquence numérisée d'ARN du virus, eh bien, on voyait la suite de lettres dont je vous parlais, ATCG, sur un écran d'ordinateur. C'est ça qui a été distribué aux chercheurs. Et à partir de ça, on a choisi, dans la séquence totale du virus, il y a beaucoup de gènes, on a choisi le gène, la séquence, qui code pour la protéine de spicule. Voilà, cette protéine qui, en quelque sorte, permet l'entrée du virus dans les cellules de l'hôte. Et à partir de ces séquences, c'est-à-dire des lettres sur un écran d'ordinateur, et c'est là que c'est peut-être incompréhensible, mais ça se fait dans des machines, on est capable de reconstruire des molécules, non pas d'ARN, mais d'ADN, dont je vous ai parlé, des molécules d'ADN dans des machines, en vrai, matériel, on pourrait la toucher, en mettant bien sûr dans la machine des molécules qui vont apporter de l'énergie, et puis des molécules qui vont servir à construire cet ADN. C'est quand même fabuleux, tout ça c'est très informatisé. Mais on peut, à partir d'une séquence sur un ordinateur, refaire en vrai, une molécule d'ADN. Et après, il va falloir la transformer en ARN, cette molécule, puisqu'on sait que dans le vaccin, on va mettre de l'ARN. Seulement avant, vous imaginez, il va falloir vacciner des milliers et des milliers, des millions de personnes, il faut multiplier l'ADN. Et la multiplier, pour le moment, on sait la meilleure façon de multiplier de l'ADN, c'est de la faire multiplier dans des bactéries, dans des bioréacteurs. Donc, on l'introduit dans ces bactéries. Les bactéries, elles deviennent génétiquement modifiées. Elles se divisent très vite. Une bactérie, ça met une demi-heure pour se diviser en deux. Donc, ça va vite. Ça fait beaucoup d'ADN. Après, cet ADN, on va le sortir, on va le purifier. Et là, je vous passe plein d'étapes. Et on va le faire transformer en ARN. Et ça y est, on a notre ARN messager du vaccin, cet ARN qui code pour la protéine spike de l'enveloppe du virus SARS-CoV-2. Voilà. D'accord. Annick, juste pour comprendre, je vais dire, comme tu as dit au début, il y avait différentes formes de vaccins dans l'histoire, donc pas du tout ARN, donc d'autres formes. Et en fait, ces formes-là, ils n'auraient pas été aussi efficaces ou ça aurait été plus long à les développer, ou alors comment ça se fait qu'on a choisi d'aller vers ces ARN comparé à d'autres formes de vaccins qui ont toujours existé en fait? Ouais. C'est une très bonne question. C'est vraiment la très bonne question. Et je crois que c'est une histoire de compétitivité entre les labos. C'est tout simplement ça, les grands labos pharmaceutiques. Et pourquoi cette voie a été choisie? Parce que, justement, leurs concepteurs pensaient qu'ils pouvaient le mettre au point en un an et demi, quoi. Donc on leur a laissé carte blanche. Mais il y a quand même eu des essais d'autres vaccins dont j'ai parlé. Il y a eu des vaccins à protéines, dont je vous ai parlé, faits dans les biofermenteurs par des bactéries. Il y a eu aussi des vaccins inactivés qui ont été faits, mais qui n'ont pas eu le devant de la scène, parce que, voilà, ça s'est fait. Et en plus, c'était un vaccin compliqué, le vaccin ARN messager. Fallait le tenir à moins 80 degrés ou dans ces eaux-là, pour le voyage, etc. Donc c'était un vaccin difficile, mais je crois vraiment que c'est une lutte entre les labos, il faut être clair. Là, c'était un petit labo, à ma connaissance, qui a réussi à le mettre au point et qui ensuite travaillait avec des grandes industries, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il y a eu d'autres essais. J'ai pas le temps d'en parler, mais globalement, je pense que j'ai répondu. C'est une histoire de marché. Oui, en gros, c'est une histoire de marché, mais c'est terrible. Mais toute l'histoire est terrible du vaccin ARN messager. Mais ça a dû être énorme. Effectivement, tu as déjà un peu raconté, mais c'est difficile d'imaginer comment on arrive à pas que des millions, mais des milliards quasiment de doses. C'est ça. Dans le petit schéma que tu m'as envoyé, je ne sais pas si c'est le moment, mais je pense que peut-être il faudrait quand même aborder ce que tu appelles les zones d'ombre. Pas encore, oui. C'est pas encore. D'accord. Excuse-moi, mais je dois dire quand même qu'il y a deux parties dans le vaccin. Il y a le vaccin en lui-même, qui est donc cet ARN messager, qui, entre autres,
n'est pas l'ARN exact du virus. On lui a modifié un de ses nucléotides, qui est un nucléotide artificiel. En fait, pour que cet ARN ne soit pas détruit par les défenses immunitaires de la personne que l'on veut vacciner. Donc, à cause de ça, on a changé un nucléotide, on l'a construit par biologie de synthèse. Donc, voilà, on en est là. C'est pas l'ARN du virus qui est dans le... c'est pas le même, en tout cas, il a un côté artificiel. Et donc, la protéine qui va être produite grâce à cet ARN messager, la protéine spike, n'est pas non plus la même que celle du virus. Et puis, en plus, autour de cet ARN, on a mis une nanoparticule synthétique. C'est-à-dire qu'on a enveloppé cet ARN messager dans une enveloppe formée de corps gras, essentiellement, pour que cette enveloppe puisse se lier à la membrane cellulaire qui est aussi faite de corps gras et puisse rentrer dans nos cellules. Ça s'appelle un vecteur. Et aussi, pour aussi épargner l'ARN messager, parce qu'on a pris beaucoup de précautions, il ne fallait pas que l'ARN messager soit détruit par notre système immunitaire. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi dans une particule, une nanoparticule. Donc, vous voyez que pour faire ce vaccin, on fait appel à la biologie de synthèse, une petite biologie de synthèse, mais quand même c'est de la biologie de synthèse. On fait appel aux nanotechnologies. C'est pas une mince affaire, quand même. Oui. On voit bien que ce sont des produits artificiels. On voit bien qu'on a affaire à du matériel génétique, puisque l'ARN, c'est du matériel génétique provenant de l'ADN. Et en fait, ça justifie qu'on en parle à InfoGM, quoi. Oui, je veux dire, moi, ça m'a fait penser à l'émission qu'on a fait avec Hélène Torgman sur le fameux convergence NBIC, la nanotechnologie, biotechnologie cognitive, etc. Et elle nous a beaucoup mis en garde, enfin elle a averti que c'est une évolution industrielle extrêmement problématique et nuisible, enfin pour elle. Mais là, je veux dire, au fond, ce vaccin a quand même réussi à je sais pas, sauver plein de gens, ou alors avait un impact plutôt positif, on pourrait dire, dans cette situation de Covid, si j'ai bien compris. Mais il y a aussi des side effects, comme on dit en anglais peut-être, ou des zones d'ombre, comme tu dis. Mais je ne sais pas si tu as déjà fini avec ton explication sur... Ouais, je voulais juste dire, qu'est-ce qu'on attend de ce vaccin, quoi, quand même. Oui. L'industrie qui a mis au point ces vaccins, les gens bien intentionnés qui vaccinent, qu'est-ce qu'on attend de ce vaccin. Alors, vous savez que l'injection, elle s'est faite dans le muscle du bras, la plupart du temps. Donc, ça veut dire que le corps reçoit dans les cellules musculaires cet ARN messager. Et cet ARN messager, il ne reste pas dans le muscle, il va en particulier dans les ganglions lymphatiques. Et c'est dans ces ganglions qu'on attend qu'il y ait la synthèse de l'iSpike, parce que en fait, c'est dans les ganglions lymphatiques qu'il y a beaucoup de cellules immunitaires, des lymphocytes en particulier, puis d'autres cellules immunitaires. Et c'est ça qui va déclencher la production d'anticorps et de lymphocytes qui sont censés détruire le virus. Donc voilà, ça c'est le mode opératoire, mais quand même il faut dire deux choses. D'abord, la protéine antigénique synthétisée, tu as compris que c'est pas la même tout à fait que celle du virus, mais en plus, elle n'a pas forcément la même conformation. Une protéine, ça prend une certaine forme dans sa synthèse, c'est la dernière étape de la synthèse d'une protéine, et là, on n'est pas sûr qu'elle ait toujours la bonne conformation. Et c'est grave, parce que c'est ça qui a donné des prions, et c'est ça qui a fait la maladie de la vache folle, en fait. C'est l'origine de la maladie de la vache folle. Donc, vous voyez, il y a quand même des petites choses qui sont particulières. Et puis surtout, et je vais y insister par la suite, le produit injecté, il ne reste pas non plus dans les ganglions lymphatiques. Et ça a été montré par les fabricants eux-mêmes, Pfizer et Moderna, eux-mêmes dans leur demande d'autorisation de mise sur le marché, ça a été dit que le produit injecté diffuse en fait dans tous les tissus. Donc l'ARN messager va se retrouver dans
toutes nos cellules, dans tous nos tissus, alors bien sûr en proportion très très variable, très différente selon les tissus, mais elles se retrouvent dans tous les tissus, y compris dans les cellules germinales, c'est-à-dire les cellules de la lignée reproductive. Ça, c'était juste pour préciser un petit peu ce que devient le vaccin, comment ça vaccine. Alors, est-ce que ce vaccin vaccine? C'est ça aussi qu'il faudra voir. Alors, je vais peut-être faire ça en premier. Est-ce que ce vaccin vaccine? Alors, on a eu du recul petit à petit au fur et à mesure des vaccinations. On a eu du recul sur l'efficacité du vaccin. Et qu'est-ce qu'on a observé? Les gens qui ont reçu une ou plusieurs doses d'ARN messager anti-Covid, ils ont pu être réinfectés. Et la propagation de la maladie n'a pas été stoppée. Qu'est-ce qu'on attend d'un vaccin? C'est qu'il arrête la propagation de la maladie et qu'il fasse qu'on ne la reprenne pas. On est bien d'accord. Autrement dit, ces injections ne sont pas des vaccins. Et certains d'entre nous, maintenant, ils disent injection au lieu de vaccin ARN messager. Bon, ça ne passerait pas dans le langage commun, il faut déjà avoir un peu des arguments pour le développer, mais voilà, on en est là. C'est un vaccin qui n'est pas, à notre sens, efficace. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas sauver des vies, évidemment. Pourquoi? Parce que sur le long terme, l'injection d'ARN messager stimule effectivement la production des anticorps contre la protéine Spike et ça stimule les réactions de défense de l'organisme. Mais ça dure seulement quelques semaines après la seconde dose. Et après, ça s'estompe. Et sur le long terme, il faudra des rappels à intervalles réguliers. D'accord. C'est un impact, disons, temporaire, enfin, pendant quelques... Ça a un impact. Imaginez que ce soit un Covid fort, ça peut aider et empêcher de mourir dans les premiers temps. Et pas forcément les vieux ou les personnes sensibles. Ça a été très disparate, les effets du vaccin. J'en parlerai après. Mais ça a été très disparate selon les gens, parce qu'un virus n'est rien tout seul. Un virus, c'est une histoire du virus et de la personne qui le reçoit. Bon, alors là, la démonstration avec la Covid est évidente, quoi. Mais avant, il y a une question qui se posait beaucoup, et qui a beaucoup circulé, donc je voulais en parler un petit peu. C'est, est-ce que les vaccins peuvent modifier notre patrimoine génétique? J'entends par là patrimoine génétique héréditaire. Est-ce qu'on va devenir des OGM avec les vaccins? Parce qu'il y a des gens qui ont dit ça, vraiment, à une époque. Alors, selon les instances de santé, l'INSERM par exemple, c'est l'institut qui s'occupe de la santé en France, eh bien c'est impossible. Pourquoi? Parce que l'ARN vaccinal, normalement, il ne rentre pas dans le noyau. Et puis surtout, ils nous ont bien dit qu'il était rapidement dégradé. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il n'est pas rapidement dégradé. On a trouvé des durées de vie de l'ARN messager beaucoup plus longs dans l'organisme, plusieurs semaines. Donc il n'est pas, comme le disait l'INSERM, dégradé en quelques heures ou quelques jours. Donc il reste présent dans le corps. Et il disait aussi, les instances de santé, que cet ARN, il devrait s'intégrer, il est incapable de s'intégrer dans l'ADN. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. L'ARN ne peut pas rentrer dans l'ADN parce que c'est pas la même molécule, tout simplement. Ça c'est tout à fait impossible. Par contre, selon les scientifiques, c'est pas tout à fait exclu. Alors là, je vais raconter une petite histoire. Je vais raconter une petite histoire parce que moi, elle m'a bien plu. Je ne l'ai pas forcément découvert avec les vaccins, on l'a découvert avant InfoGM. Mais il faut savoir que dans notre ADN, on n'a pas que des gènes bien connus qui codent pour certaines protéines, etc. On a d'autres parties dans notre ADN. D'ailleurs, à une époque, on appelait ça l'ADN poubelle. Alors, c'est pas de l'ADN poubelle, il y a plein de choses. On n'a pas fini de découvrir la richesse de l'ADN poubelle. Et donc, dans notre ARN, depuis des millions d'années d'évolution du vivant, il y a des parties de virus qui se sont intégrés, de virus à ARN, qui se sont intégrés dans notre ADN. Parce que
Ces virus-là apportaient avec eux une enzyme particulière qui permettait ce qu'on appelle la rétrotranscription, c'est-à-dire la transformation de l'ARN en ADN. Entre nous, par exemple, le virus du sida est un virus comme ça, mais pas le virus du Covid, hein, mais le virus du sida est un virus qui peut retranscrire de l'ARN en ADN. Donc ça, petit à petit, au cours des millions d'années d'évolution, ces fractions d'ADN provenant de virus très très anciens, eh bien, se sont intégrés à notre ADN. Et ils sont dans notre ADN. Et si jamais ils sont infectés par un autre virus, c'est une possibilité très, très faible. Ils peuvent être réactivés, réveillés. Et à ce moment-là, ils pourraient faire que l'ARN se remette dans l'ADN actuellement, dans notre ADN actuellement. C'est vrai pour le virus. Ça n'a pas été démontré pour le vaccin. Mais vous voyez tu vois que ça existe en fait, cette possibilité. Donc, ça fait partie de la complexité du vivant. On n'arrête pas de découvrir qu'il y a une complexité, des choses possibles qu'on croyait impossibles. Mais là, il faudrait que ça aille jusqu'aux cellules sexuelles. Il faudrait que ça aille. Et là, franchement, c'est un risque vraiment très, 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 très minime que, effectivement, ces vaccins modifient notre ADN. En tout cas, les virus pourraient le faire avant les vaccins. Enfin, voilà, à peu près pareil, quoi. C'est intéressant, cette histoire, parce que ça veut dire qu'on a des traces du passé dans notre ADN. Encore une petite pause musicale, mais je ne sais pas si maintenant, parce qu'il y a encore quand même ce chapitre important. Il faut parler des dangers. Oui, les dangers, précisément. Je vais aller très vite, si tu veux. Oui, mais on fait une petite pause et on reprend. Oui. Reprenons notre conversation avec Annick Bossu de l'équipe d'InfoJM. Dernier petit chapitre sur un sujet bien complexe, et je rappelle qu'il y a beaucoup d'articles sur le site d'InfoJM qui peuvent vous aider, chers auditrices et auditeurs, à mieux comprendre cette histoire, vraiment pas simple. Donc Annick, les zones d'ombre, les dangers, disons, de ces vaccins à ARN messager. Oui, j'ai oublié un truc, mais je dis en 2 minutes. Il ne faut pas oublier non plus que les virus, ils mutent, ils se recombinent entre eux, particulièrement les virus de la Covid, ils se recombinent entre eux. Il y a 2 rencontres de virus dans une cellule, ce qui est possible. Ils se recombinent et donc ils changent au cours du temps. On dit globalement qu'ils mutent, c'est-à-dire qu'il y a apparition de nouveaux variants. Et du coup, ça fait aussi que la vaccination n'est pas durable dans le temps. Il faut changer l'ARN pour qu'il corresponde à la variante qui vient d'apparaître, quoi. Voilà, bon, ça c'était une petite aparté. Alors maintenant, les dangers. Alors, les dangers, il y a des risques que les vaccins propagent la maladie. Alors ça, c'est pratiquement difficile à comprendre. Je vais passer. Mais je voudrais signaler quand même un risque assez important. C'est que tout comme on excrète le virus, on peut aussi excréter certaines parties du virus. Ça a été démontré, ça existe. Et on le trouve dans la suite de pharmacovigilance qu'il y a suite aux injections des vaccins. La possibilité d'excrétion de certaines parties du vaccin existe, et malheureusement on n'a pas beaucoup travaillé en amont, c'est-à-dire pour éviter cela. Voilà. Et ça sera encore plus pertinent, encore plus sûr pour la nouvelle vague de vaccins, où les risques vont être augmentés, quoi. Alors, je vais parler maintenant de la toxicité en elle-même de ces vaccins. Alors,
c'est beaucoup de prudence qu'il nous a fallu à InfoGM, parce que c'est la question évidemment que tout le monde se pose. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été traités après d'antivax, etc. C'était pas du tout notre intention d'entrer dans cette catégorie, bien sûr, mais quand même porter un regard critique sur les vaccins et en particulier sur la transparence ou la non-transparence des études publiées sur ces vaccins. Alors, on s'est basé donc sur des rapports d'évaluation des vaccins qui ont été publiés, sur des études scientifiques qui étaient à notre disposition, et puis à partir de 2023, on s'est basé sur des études précliniques que Pfizer et Moderna ont été obligés de délivrer aux États-Unis grâce à la loi FOIA. C'est une loi sur la transparence des recherches, ça veut dire Freedom of Information Act. Encore que cette loi ne permet même pas tout, parce qu'il y a des choses qui entrent sous le secret industriel, même pour des vaccins qui sont ensuite injectés à la population. Voilà, donc on s'est basé là-dessus, et on s'est basé aussi sur les effets secondaires qui ont été observés par les médecins et scientifiques après la vaccination et qu'on trouve dans ce qu'on appelle la pharmacovigilance, des bases de pharmacovigilance. Alors, comme je disais, le discours officiel de la vaccination nous disait que le vaccin a été éliminé au bout de quelques heures ou de quelques jours, mais en fait, il est scientifiquement établi que plus l'ARN est traduit en protéines, et le vaccin, j'ai oublié de le dire, mais il est aussi amplifié, c'est-à-dire qu'on amplifie ses capacités avec des manipulations génétiques en plus sur l'ARN messager, eh bien, il est scientifiquement établi que plus un ARN est traduit en protéines, plus il persiste dans la cellule et dans l'organisme. Ces documents montrent qu'il y aurait une toxicité de l'ARN messager. Alors, cette toxicité, elle affecte quoi dans le corps? Est-ce qu'elle affecte notre ADN? Oui. Et ce risque n'a pas été tellement considéré par les fabricants. Par exemple, dans le rapport d'évaluation du vaccin Pfizer, il est écrit « Aucune étude de génotoxicité », ça veut dire la toxicité sur notre ADN, sur nos gènes, n'a été fournie. Ceci est acceptable car les composants de la formulation du vaccin sont des lipides et de l'ARN qui ne devraient, conditionnel, pas avoir de potentiel génotoxique. Vous voyez quand même un défaut d'étude en amont des conséquences sur l'ADN de ce vaccin. Et puis il faut savoir aussi, et là c'est plus grave, la molécule fabriquée par l'ARN dans l'organisme peut agir sur l'ADN, et là c'est grave parce que ça peut agir sur des gènes suppresseurs de tumeurs, comme le gène P53 qui est bien connu, et donc si ça supprime ce gène qui interagit avec un gène qui supprime les tumeurs, ça ouvre la porte ouverte au cancer. Donc, vous voyez, il aurait fallu avoir des études en amont plus complètes. C'est ce qu'on a dit dans nos articles, en fait. C'est un défaut d'études précliniques. Vous avez lu aussi qu'il y a une toxicité, ça c'est bien connu, les professions de santé se sont plaints des effets sur les femmes enceintes, sur les cycles menstruels. On a constaté que ce vaccin montre une toxicité chez les mères et même des malformations chez les fœtus. Donc ça c'est la pharmacovigilance qui nous le dit. Voilà, donc des effets sur le fonctionnement hormonal reproductif chez la femme. Et même, on a montré que l'ARN messager passe dans le lait maternel. Et ça pourra bien sûr agir sur les bébés. Et enfin, et c'est le plus gros morceau, mais ce sera vite dit parce que je vais un peu l'écourter. Le plus gros danger en fait qui a été montré, c'est celui de la protéine spike en elle-même, puisque cette protéine, en fait, on retient qu'elle n'est pas tout à fait la même que la protéine du virus d'une part, et d'autre part, elle est chez les vaccinés, elle est fabriquée en très grande quantité. N'oublions pas que la plupart des gens ont reçu plusieurs doses de ce vaccin et ils vont être confrontés plus aux effets toxiques
toxiques qui existent aussi chez les personnes qui ont été malades. Mais là, les défenses immunitaires naturelles ont parfois fait barrière et ça a suffi. Tandis qu'ici, avec le vaccin, alors il y a plusieurs toxicités. Il y a la toxicité due à la spike du vaccin. Il y en a une qui était connue même avant que ce vaccin se fasse, c'est que cette molécule puisse, au contraire de faire fabriquer des anticorps qui sont des anticorps qui vont prévenir la maladie, qui vont la neutraliser, eh bien au contraire ce soit des anticorps facilitants. Ça existe, hein. En biologie on connaissait les anticorps facilitants et donc c'était déjà évoqué avant même qu'on fasse des vaccins, mais ça n'a pas été pris en compte évidemment parce que c'était soi-disant un potentiel très faible, il y avait peu de risque que ça agisse. Alors le deuxième risque de la protéine spike est le fait qu'elle se lie à la surface de toutes nos cellules. Alors, n'oublions pas que la spike, elle va dans tous les tissus. Hein. Et à la surface de la plupart des organes, de nos cellules de nos organes, il y a ce qu'on appelle un récepteur, mais c'est aussi une enzyme, une molécule qui est enchâssée dans la membrane de la cellule et sur laquelle la spike va venir se fixer parce qu'elle a une appétence chimique pour cette molécule. Hein. Enfin bon, ce serait un peu long à expliquer. Et cette enzyme qu'on appelle enzyme de conversion de l'angiotensine, eh bien, cette enzyme appartient un système de régulation de l'organisme qui est très très important, qui s'appelle le système hormonal rénine-angiotensine, qui gouverne beaucoup de choses dans nos organes, et particulièrement il y en a par exemple à la surface des vaisseaux sanguins, du cœur, des poumons, du foie, du rein, et même dans le système nerveux, attention c'est important, et même aussi dans notre microbiote intestinal, hein. Et même dans le microbiote de nos muqueuses, par exemple dans les voies génitales, par exemple dans les poumons, etc. Cette protéine spike, elle va prendre la place en quelque sorte d'une hormone et elle va contrarier, elle va empêcher que le système de régulation de l'organisme fonctionne normalement. Elle va le perturber en quelque sorte. Voilà. Et c'est ça qui a fait la grande partie des effets secondaires des vaccins qui ont été donc bien répertoriés maintenant. Par exemple, on fait une relation avec les maladies auto-immunes, avec la maladie de Parkinson, et puis les problèmes cardiaques et pulmonaires qu'il y a eu, quoi. Ce serait dû essentiellement à la spike qui vient interférer avec ce système hormonal si important dans l'organisme, quoi. Voilà. D'accord, Annick. Alors, il va falloir peut-être qu'on le fasse une fois, mais en tout cas, parce que effectivement, tu as déjà dit au début de l'émission qu'il y a une espèce de nouvelle vague de vaccins, et apparemment on a un auto-amplificateur. Oui. Et tu as aussi, je pense qu'on n'a vraiment pas trop le temps, ça va être difficile pour nos auditeurs de vraiment continuer à concentrer sur tout ça, mais en tout cas, on commence à utiliser tout ça aussi dans le domaine de l'élevage, parce que tu parlais des canards. Non, mais je peux en dire deux mots très vite. Hein. Ok, très vite. Oui. En fait, cette idée-là, elle y était déjà quand on a conçu les premiers ARN messagers pour vacciner contre la Covid, mais on ne savait pas bien faire encore, parce qu'on sait amplifier le virus en ajoutant des séquences à l'ARN messager. Et ça va faire que le virus, il va s'auto-répliquer dans les cellules. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une quantité X de virus dans la cellule, on va avoir 100X, 100 fois X par exemple, tu vois. Ça fonctionne comme une photocopieuse dans les cellules. Ça va amplifier tout ce qu'on a dit, donc amplifier aussi la quantité de spike et amplifier aussi tous les effets secondaires dont j'ai parlé. Et c'est ça qui inquiète la communauté scientifique. N'oublions pas qu'il y a eu des morts suite au vaccin. Il y a une étude en ce moment au niveau du Japon qui montre qu'à partir de la première vaccination contre la Covid qui n'était pas à ARN auto-amplifiant, il y a eu des pics de mortalité. Donc on en est là. Tout le monde ne publie pas les résultats concernant les effets secondaires. Hein. C'est pas tous les pays qui sont transparents. Donc il y a encore un grand chemin à faire. Et puis effectivement, en France,
on vaccine maintenant les canards contre l'influenza aviaire. Alors on dit pas grippe aviaire parce que c'est pas une grippe, parce que ça affecte pas l'homme encore, ça affecte que les oiseaux et particulièrement les poules et les canards. Alors on a la vaccination des canards contre cette maladie, qui est une maladie contagieuse due à un virus du même type d'ailleurs, c'est un virus ARN, est obligatoire en France. Et c'est le seul pays où cette vaccination des canards est obligatoire en France. Et elle est à ARN messager auto-amplifié. Mais la filière de foie gras est très importante en France, d'où l'intérêt de vacciner. Il ne faut pas que les canards soient malades pour qu'on puisse continuer à les élever pour faire du foie gras, quoi. En gros, c'est ça. Il y a toujours des urgences et des bonnes raisons, quoi. Oui, voilà. Mais donc, je pense que on va répéter surtout que le site InfoGM, il faut cliquer sur Santé, tu as bien dit, pour retrouver les articles qui concernent les vaccins. Oui, et donc celui sur les canards existe aussi. Il y a un article sur les canards. Et d'ailleurs, à InfoGM, on a été très très interpellés, figure-toi, plus pour l'article sur les canards. Parce qu'il y a des éleveurs qui visiblement lisent InfoGM, et puis voilà, ça c'est connu dans la profession, plus que chez les agriculteurs, InfoGM. Et du coup, on a eu beaucoup de questions sur le vaccin contre l'influenza aviaire chez les canards. D'accord. C'est marrant. Ben écoute Annick, merci d'avoir fait cet exercice périlleux et compliqué, d'essayer de nous expliquer cette histoire très compliquée. Mais oui, c'est vrai que dans les détails, on peut revoir chacun des articles qu'on a fait. Voilà. Et le mieux, c'est l'ordre chronologique. Et on saute quand on comprend pas. C'est pas des fois c'est difficile. Ça, c'est vrai, je reconnais. Comment expliquer, comment toucher le public. Il doit savoir aussi que la chose n'est pas claire et qu'il y a des intérêts derrière, quoi, financiers. Bien sûr. Ok Annick, mais merci vraiment, et à une prochaine émission. Et oui, je la ferai plus courte. Et on peut aussi annoncer que, a priori, la prochaine émission dans cette série Raconte-moi autrement les OGM sur les ondes de Radio Zinzine, ça va être un podcast qui a été réalisé par l'équipe, donc ce n'est pas... Enfin, nous, on va le diffuser sur les ondes de Radio Zinzine, mais en fait, c'est une production de l'équipe d'InfoGM. Voilà, et je pense que ça va être souvent ça, et puis de temps en temps, on va faire quand même des émissions directes pour parce qu'on a une actualité brûlante quand même sur la législation des OGM actuellement. Donc, c'est sûr que là, ce serait bien de suivre pour ça. Puis il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, des nouvelles informations. Alors, le premier podcast, c'est sur le mammouth laineux. J'en dis pas plus. Wow. Il a disparu, le mammouth. Ça va donner envie, quoi. Le mammouth laineux, très bien. Bon, ça c'est prochainement sur les ondes de Radio Zinzine. Mais merci Annick et à la prochaine. À la prochaine, merci à toi. Au revoir. C'était Raconte-moi autrement les OGM, le 23e émission, si je ne me trompe pas, donc avec Annick Bossu, qui fait partie du comité de rédaction de l'équipe d'InfoGM, et c'était sur les vaccins à ARN messager, et un peu les liens avec les OGM, en quelque sorte. Et voilà, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Zinzine, mais également sur le site d'InfoGM. Et les musiques qui accompagnent cette émission sont toutes de Chapelier Fou. Merci.